Comme vous l'avez compris, nous avons juste un petit problème technique pour projeter l'image. Donc on va éventuellement faire sans l'image, mais tous ceux d'entre vous qui ont laissé une adresse mail recevront mon diaporama par la suite. Donc je suis donc médecin retraité depuis quelques années. Mon histoire de médecin s'origine dans les années 70, quand je commence mes études de médecine. Jeune médecin, je vais travailler d'abord en cancérologie, puis en gériatrie, faire de la santé publique et de la recherche en gérontologie, puis me trouver rapidement aspiré par la question de la fin de vie et les soins palliatifs. Et j'ai participé de la mise en place de la première unité de soins palliatifs à Toulouse et d'être enseignant universitaire dans ce domaine-là et celui de l'éthique médicale. Donc la commande qui m'était faite, c'était d'aborder la question de la contention en ce qui concerne les personnes âgées, ce dont on a déjà un petit peu parlé. Et de façon provocante, j'avais intitulé mon intervention « Vieillir sans retenue ». Pourquoi vieillir sans retenue? Parce que l'avancée en âge est une des situations qui va nous confronter à de l'altérité, et une altérité qui est inscrite dans un changement ultra rapide. Juste quelques chiffres. En 1700, 50% d'une classe d'âge était morte à 8 ans. En 1900, donc 2 siècles plus tard, c'est 50% d'une classe d'âge qui meurt avant 50 ans. Quand on passe le 21e siècle, c'est à 85,5 ans qu'il y a encore 50% d'une classe d'âge qui vit. Donc ça s'est fait, ça, sur un espace extrêmement rapide. L'autre chose dont je peux témoigner, puisqu'on parlait des établissements pour les personnes âgées, j'aurais vécu la loi de 75 qui transforme les hospices en maisons de retraite et en unités de soins de longue durée. Et la maison de retraite, dans les années 75, c'était un lieu où, au moment où on passait à la retraite, on allait finir sa vie, on allait habiter dans une maison de retraite. 10 ans plus tard, c'est devenu des MAPAD. Il a fallu les médicaliser parce que l'avancée en âge crée un certain nombre de situations, de la perte d'autonomie, de la dépendance, et donc il a fallu les modifier et les adapter à ça. Aujourd'hui, on les appelle des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Là où en 75, on y rentrait vers 60 ans, aujourd'hui, on y rentre en moyenne à 82 ans, et 6 mois plus tard, la moitié de ceux qui sont entrés, ils sont morts. Et ça s'est fait très vite. Ça s'est fait très vite, et ce n'est pas non plus sans lien avec, dans la même période, comment d'abord on a commencé à parler du troisième âge, de façon à peu près positive, en inventant des universités du troisième âge, dont la plus célèbre, celle de Toulouse, bien sûr. Mais aussitôt qu'on a eu fait ça, on a parlé de quatrième âge. Et je ne suis pas sûr que c'était aussi positif que le troisième âge. Autrement dit, avancer en âge, eh bien, effectivement, c'est se retrouver dans cette sphère de l'altérité qui n'est pas sans nous poser des tas de problèmes. On pourrait en parler dans d'autres domaines aujourd'hui. Alors, les flèches, voilà. Alors, je vais commencer par un petit jeu de mots, parce que chaque fois que j'ai à traiter un sujet, je commence à aller voir Alain Rey et son dictionnaire, là, dit, tiens, au fait, quand on parle du mot contention, qu'est-ce qu'il en dit? Ah, surprise, surprise, contention dans le dictionnaire d'Alain Rey, ça y est pas. Bon, donc, j'étais bien embêté, et j'ai dû m'en tenir à ce qu'il y avait. Il y avait le verbe contenir. Et j'ai trouvé ça intéressant, on l'a déjà dit ce matin, parce que dans contenir, il y a une des définitions qui est un petit peu étymologique, c'est tenir ensemble. Et il y a là une belle provocation. Parce qu'effectivement, si derrière on va parler de contention qui contiennent le verbe contenir, tenir ensemble, ça me paraît intéressant à définir, parce que c'est quoi ensemble? Est-ce que simplement on essaie de recoller les morceaux d'une personne qui ne tiennent plus entre eux? C'est sûrement ce qu'il y a à faire. Mais en même temps, je dis, mais ça ne va pas tenir ça, parce que ça serait pour le moins surprenant qu'une personne ne soit pas en interaction avec son environnement. Donc tenir ensemble, c'est comment nous aussi,
on reste ensemble avec elle et comment l'ensemble de l'environnement reste ensemble avec elle. Et vous avez vu ce matin cette question de comment on reste présent dans la contention est souvent revenu. Il y a là un élément clé. Alors, du coup, toujours en regardant les mots et les expressions d'Alain Rey, j'ai trouvé que l'indication de la contention concernait des personnes qui ne peuvent plus se contenir. Alors, je trouve ça aussi intéressant de voir cette expression « ne plus se contenir ». C'est-à-dire qu'il y a là une difficulté qui ne va pas pouvoir être résolue par la personne elle-même, mais dont la résolution va dépendre des interactions avec son environnement. Ce qui a juste de problème avec les personnes qui ne peuvent pas se contenir, c'est qu'il n'est pas exceptionnel qu'elles nous fassent perdre de contenance. Et on a longuement parlé de la question de la maltraitance, parce qu'effectivement, c'est franchement énervant quelqu'un qu'on ne peut pas contenir, quelqu'un qui ne peut pas se contenir. Et en fin de compte, il y avait une dernière expression et qui, d'un point de vue de la problématique éthique, me paraît intéressante, c'est que perdre contenance, c'est aussi quelque chose qui nous décontenance. Et nous décontenancer, c'est quelque part nous faire perdre notre assurance, nous dit Alain Rey. Eh bien, je trouve que le problème éthique est bien posé parce qu'effectivement, l'altérité va régulièrement nous mettre en position de peut-être décider de ce qui est bien pour l'autre. Déjà qu'on a du mal à décider de ce qui est bien pour nous, en tout cas, il y a toutes les raisons d'en douter souvent. Il nous faut aussi douter de ce qui est bien pour l'autre, et en particulier quand l'autre est dans un certain nombre de difficultés qui nuisent à son discernement par rapport à ce qui est bon pour lui. Et puis finalement, cette histoire-là a aussi conduit à nous faire assister à l'apparition de corpus de lois de plus en plus importants autour de nos pratiques de soins, et notamment avec l'apparition à l'orée du XXIe siècle du livre préliminaire dans le Code de la santé publique sur les droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Et la question qui doit nous venir souvent à l'esprit et qui doit nous décontenancer, c'est que cette certitude que la loi est en général bonne, mais dans des cas particuliers, elle peut s'avérer franchement mauvaise. Et donc, il nous faut aussi rester sur cette interrogation permanente du caractère bon de la loi. Alors, les flèches sont où? Là, merci. Alors, la personne âgée, est-ce que c'est une personne comme nous? Je l'ai déjà un petit peu introduit avec la question de l'altérité. Alors bien entendu, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il paraît que nous naissons tous égaux en droit et en dignité. On l'a répété ici, là, hein, ça revient souvent, mais je me suis livré à la relecture attentive des 30 propositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je me suis un petit peu gratté la tête en disant, bon, on a écrit ça il y a un bon moment déjà, et j'ai quand même le sentiment qu'on a du mal à tenir les objectifs qu'on s'est fixés sur les questions de l'égalité et du respect de la dignité. Alors on a un petit peu parlé de la dignité, je reviens aussi là sur un des soucis que l'on peut avoir avec la question de la dignité, c'est que ces punaises de philosophes de l'époque des Lumières, quand ils ont choisi ce mot pour dire que c'était ça qui caractérisait la personne humaine, Kant en particulier, c'était bien. Donc on sait qu'on est des êtres humains parce qu'on a une dignité, sauf que la compréhension du mot dignité dans l'ensemble de la population, c'est son sens relatif, de sorte que c'est une indignité d'être vieux, d'être malade, de souffrir, d'être handicapé, etc. Et aller expliquer ça à quelqu'un qui est vieux, qui est malade, qu'on ne porte pas atteinte à sa dignité dans ce qu'on fait, alors que lui se sent profondément atteint dans sa dignité. Ça pose bien le problème. Alors il est où le problème? Ben, c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors le problème, il est que être vieux, ça a des bons côtés. Depuis que je suis retraité, je prends davantage le métro et assez vite, des jeunes gens et des jeunes femmes délicieuses se sont levés pour me demander si je voulais bien m'asseoir à leur place. Ce qui est une manière de me regarder tout à fait positive. Alors bien souvent, je les remercie beaucoup, je reste debout, mais quand même, ça me touche. Par contre, quand je me livre à cet exercice que je propose aux internes de médecine, pour les faire réfléchir,
Voilà, vous êtes de garde, disent j'interne aux urgences. Vous savez que vous avez un seul lit disponible en cardio-interventionnel et arrive en même temps aux urgences une vieille dame de 87 ans et un jeune père de famille de 35 ans qui est en même temps chef d'entreprise et tous les deux ont un infarctus du myocarde. Qu'est-ce que vous faites? La majorité d'entre eux disent on va s'occuper du jeune. Ce qui peut être compréhensible, mais qui est profondément pas éthique. On est en train de faire une sacrée discrimination. Je leur dis là, vous avez tout faux, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous avez intérêt à convoquer vos compétences médico-techniques parce que ça va rapidement résoudre le problème éthique, parce que vos compétences médico-techniques vont rapidement vous amener à dire que le jeune père de famille, il a 35 ans, il a peu de comorbidité, donc vous faites le bilan, c'est vite fait, vous l'envoyez en cardio-interventionnel, parce que la vieille dame de 87 ans, si vous ne prenez pas attention à regarder ce que c'est sa comorbidité, si vous l'envoyez trop vite se faire déboucher les tuyaux et que vous lui collez une insuffisance cardiaque à bas débit, vous n'allez pas lui rendre service. Donc il faut prendre le temps de réfléchir. Et si, au terme de ce bilan, vous jugez que ça va être pire pour elle de faire ça que de ne pas le faire, vous aurez le devoir de mettre en place la démarche palliative pour lui permettre de vivre le mieux possible le temps qu'il lui reste. Voilà comment un problème éthique simple devrait se résoudre. Et notre premier élan, c'est de dire, oh ben, le vieux, il a fait son temps. Alors, on continue. Il me reste 20 minutes. Il va falloir... Alors, je voulais insister aussi sur le fait que l'avancée en âge était un déterminant fort d'une aggravation de l'asymétrie qu'il y a entre les malades et les soignants. Déjà, être malade, ça crée de l'asymétrie. D'être en plus un malade âgé, ça augmente encore l'asymétrie. Et pourquoi ça pose problème? Parce que le premier temps de travail d'un soignant et d'un médecin en particulier, c'est un travail d'évaluation. Or, évaluer, c'est porter un jugement de valeur. Le défi, c'est comment je fais pour porter un jugement de valeur sur sa situation qui va m'amener à lui proposer un certain nombre d'interventions versus le fait que je vais la juger en tant que personne. Il est vieux, il est fou, il est Alzheimer, il est cancéreux, il est ceci, il est cela. Il y a là donc un travail important pour le soignant de, en permanence, faire ce travail d'évaluation en se recentrant en permanence sur le fait qu'il y a en face de nous une personne, un sujet qui peut décider, qui peut entendre des choses, qui peut en parler. Alors, il va y avoir tension éthique, du coup, sur un des principes fondamentaux de l'éthique médicale, qui est la bienfaisance et la non-malfaisance. Ne pas nuire, c'est un des premiers principes. Alors, donner un contour précis à ce que c'est que ne pas nuire, ça va être assez facile, mais quand on est du côté de la bienfaisance, là, tout de suite, ça va devenir plus délicat, parce que du côté de la bienfaisance, bien souvent, dans nos actions médicales, il y a dans tout acte médicaux des choses qui vont être bonnes pour le patient et des choses qui vont être mauvaises parce qu'il y a de la iatrogénèse dans tous nos actes médicaux. Il peut y avoir des conséquences, il peut y avoir des effets secondaires. La vaccination, c'est quelque chose qui est bien pour la population générale, c'est terrible pour celui qui fait des effets secondaires, même si ces effets secondaires sont rares. Ils sont bien là. Alors bien sûr, ça génère quoi aujourd'hui? Ça génère que des gens refusent de se faire vacciner. On revoit mourir des enfants de la rougeole, de la diphtérie, c'est tout juste idiot. Mais ça veut dire derrière, qu'est-ce qu'on a fait comme travail pédagogique pour ne pas se retrouver dans cette situation-là? Le risque étant donc que nous soyons sur des postures paternalistes. C'est-à-dire que, voilà, on a fait 10 ans d'études, voire davantage. Moi, je suis à bac plus 60 maintenant. Donc, je sais des choses. Donc, je sais ce qui est bien pour l'autre. Ben, sauf que je n'ai pas ce format-là. C'est que, y compris aujourd'hui à bac plus 60, je suis toujours dans le doute de savoir ce qui est bon pour l'autre, qu'il va falloir que je le teste, que je le vérifie avec lui surtout. Donc, derrière cette question-là, aujourd'hui, on a parlé de maltraitance. On a vu fleurir à l'orée du XXIe siècle aussi cette nouvelle posture recommandée aux soignants, qui est celle de la bientraitance. Je vais passer très rapidement sur la diapositive pour dire quand même que la bientraitance, c'est une posture qui nous demande à être attentif à celui qui se confie à nous dans toutes ses dimensions, dans son histoire, dans ce qu'il est, dans son environnement, dans tout ce qu'il a pu faire, dans qui s'intéresse à lui, toute cette dimension-là fait partie de la bientraitance. Et regardez dans toutes ces dimensions. Je crois qu'il y a un mot qui parle holistique. Si vous avez déjà entendu ce mot, il est parlant pour représenter cette attention qu'on doit avoir à eux. Alors ça, on passe du coup.
le deuxième niveau de tension qui va apparaître, c'est la question de l'autonomie des personnes. Donc aujourd'hui, il est clairement posé, notamment avec l'introduction de ce livre préliminaire sur les droits des patients, que ce qui va être au centre de l'alliance thérapeutique, c'est l'autonomie du patient et le respect de sa volonté. Ça veut dire qu'il nous faut être en permanence attentif à l'informer, s'assurer qu'il comprend bien de quoi il s'agit et l'accompagner dans le fait qu'il va devoir choisir ce qui est bon pour lui et les risques qu'il est prêt à courir. Autrement dit, la posture du médecin, c'est plus de lui dire voilà ce qu'on va faire, c'est de l'accompagner en reconnaissant qu'il a des compétences pour le faire, de choisir ce qui va être bon pour lui. Ce qui est parfois difficile quand on a des personnes dont le discernement, dont la compréhension est mise en difficulté. Aucun acte médical ne peut aujourd'hui se conduire sans le consentement éclairé du patient qu'il peut nous retirer à tout instant. Comment on fait avec des patients qui ne peuvent pas accéder à cette information ou qui nous ont témoigné de leur volonté de ne pas vouloir savoir? Vous savez ce qui est bon pour moi, docteur, faites-le. Donc il y a toute une série de difficultés pratiques là qui naissent et qui sont très présentes chez les personnes avançant en âge. On continue. Alors un petit détour vers l'asymétrie et la dépendance, juste pour redire que souvent on regarde aussi la dépendance comme tout ce que n'arrive plus à faire la personne et qu'il faut suppléer, alors qu'en fait la dépendance, quand elle est choisie, c'est une forme d'autonomie. Je voulais attirer votre attention là-dessus, de regarder la dépendance non pas comme le verre vide, mais la regarder comme le verre plein. Il y a chez toute personne devenant dépendante encore des potentiels, et on va l'aider à choisir les bons moyens de suppléer, de pallier ce qui lui manque, en s'appuyant sur ce qu'elle est encore capable de faire. C'est une autre manière aussi de regarder la question de l'avancée en âge. Alors, la fragilité, vous regarderez toutes les définitions, simplement pour dire que on a introduit ce mot-là parce que ça nous a amené à être encore plus attentifs aux personnes dans le grand âge et lorsqu'elles sont affectées de polypathologie, d'un certain nombre de limitations, juste pour attirer votre attention que le mot fragilité, ça n'en fait pas des verres de cristal. C'est pas parce qu'on est fragile qu'on n'est pas encore une personne, qu'on n'est pas encore un sujet, qu'on n'est pas encore capable de comprendre ce qui se passe et qu'on n'est plus capable de prendre des décisions. Même quand on est fragile, le consentement doit être recherché. Alors, le repérage de la fragilité, vous regarderez ça. La dépendance iatrogène, c'est, encore une fois, avant d'en arriver vraiment à la contention, l'idée que lorsque on impose notre vision du bien à des personnes malades et à des personnes âgées en particulier, eh bien, ce que l'on remarque, c'est que on va générer plus d'effets iatrogènes pour elles que d'effets positifs sur leur manière de conduire la vie. C'est pour ça que je parle de dépendance iatrogène. Alors, encore une petite asymétrie qui concerne le principe de justice, le quatrième pilier de l'éthique médicale. Souvent, ce qui est mis en tension, c'est quelle est notre certitude qu'elle accède réellement aux droits qui sont les siens. Et là, on a un vrai problème, puisque quand on fait... j'ai accompagné les débats citoyens sur la fin de vie pour faire le constat qu'il y avait à peine un soignant sur 5 et un soignant sur 4 et un Français sur 5 qui savaient ce qu'il y avait dans ces lois. Donc, comment faire pour accéder à ces droits quand on ne les connaît pas? Déjà, il y a premier problème. Et ensuite, en termes d'équité d'accès aux soins, parce que malheureusement, le dispositif sanitaire et médico-social est loin de faire accéder correctement et avec qualité tout le monde partout de la même façon aujourd'hui en France. Alors, j'en reviens maintenant à la contention pour dire que la contention, c'est un acte médical. Donc, ça va demander au médecin de passer par un certain nombre d'étapes. Si c'est un acte médical, aucun acte médical ne peut être prescrit sans qu'il ait fait auparavant l'objet d'une discussion bénéfice-risque. Il nous va falloir analyser finement l'ensemble des bénéfices et l'ensemble des risques qu'il y a pour cette situation.
pour prendre une bonne décision bénéfice-risque, il est évident que si on le fait tout seul, ce sera toujours plus mauvais que si on le fait à deux. On a des tas d'études sur la coopération qui montrent que dès que l'on se met à deux, on diminue de 50% les mauvaises décisions. Il ne peut être mis sans le consentement éclairé, sauf urgence, et du coup, ça nous oblige aussi à devoir qualifier un peu mieux ce que c'est que la situation de l'urgence. Et enfin, il fait l'objet d'une prescription médicalisée personnalisée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des protocoles. Le protocole, c'est une autoroute, elle est intéressante, mais le patient, il est sur le chemin vicinal. Il va donc falloir faire une prescription qui correspond à sa situation, à lui. Ça doit être précis dans ce que l'on va faire, dans ce que l'on ne va pas faire, dans comment on va l'évaluer et comment on va le remettre en question. Alors, pour parler de la discussion bénéfice-risque, je fais juste un petit focus sur un principe éthique qui a été réactualisé avec la loi Leonetti, qui est le principe du double effet, qu'on doit à Thomas d'Aquin. Et ce principe du double effet est intéressant parce qu'il crée un véritable cadre pour se poser ces questions autour de la discussion bénéfice-risque. Dans toute action, il y a des effets moralement mauvais et des effets moralement bons. Est-ce que le risque que je prends de déclencher un effet moralement mauvais dans l'intention d'obtenir l'effet moralement bon est acceptable et proportionné à la situation? Autrement dit, il y a trois mots importants: l'intention, la proportionnalité et l'acceptabilité de la chose. Si je le transcrit, est-ce que le risque iatrogène que je prends en prescrivant une contention dans l'intention de soulager sa perte de contenance sont acceptables et proportionnés à la situation? Voilà une grille de lecture, parce que derrière la proportionnalité, il y a vraiment la balance entre les effets iatrogènes et les bénéfices. Derrière la question de l'intentionnalité, pourquoi on fait ça? Est-ce que réellement ça va être utile au patient? Est-ce que c'est parce qu'il nous emmerde? Est-ce que, parce que comme ça il fait moins de bruit, il ne va pas alors lui courir après? Est-ce que c'est pour le punir? Voilà, clarifier l'intention, ça va être un élément clé de l'éthique décisionnelle dans ce type de situation. Et l'acceptabilité, parce que chaque situation est unique, et plus on est nombreux à délibérer de cela, plus près on sera d'un consensus sur ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, plus près on sera de quelque chose qui sera respectueux de la personne âgée en particulier. Alors, derrière cette question de la contention, du coup, quel mode opératoire? On a vu apparaître dans le Code de la santé publique cette appellation de procédure collégiale qui est là pour encadrer des décisions difficiles dans le contexte de la fin de vie. Procédure collégiale, elle est systématique lorsque l'on doit décider de mettre en place une sédation profonde et continue associée à une antalgie et une limitation ou des arrêts de traitement jusqu'au décès de la personne. Elle est requise pour des personnes dont la conscience est altérée lorsqu'il va s'agir de décider de limiter ou d'arrêter des traitements. Elle est requise pour une personne dont la conscience est altérée lorsqu'elle nous a remis des directives anticipées, si nous jugeons que les directives qu'elle nous a remises sont inappropriées à sa situation actuelle. Voilà un cadre extrêmement intéressant et limité, donc pour la fin de vie. Et il me semble que dans des décisions aussi difficiles que celle de la contention d'une personne, elle est bienvenue parce que finalement, que demande la procédure collégiale? Ça demande que le médecin en charge du patient qui va prendre la décision ne prenne pas la décision tout seul, qu'il doit prendre l'avis d'au moins un autre confrère, sinon de deux s'il a des doutes. Il doit prendre l'avis de l'équipe soignante. Il doit être attentif à ce qu'a pu dire à l'avance la personne, dans des directives anticipées. S'il a désigné une personne de confiance, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Il doit être attentif à ce qu'en dit la famille, les proches. C'est sur l'ensemble de ces avis qu'il va déterminer le sens de sa décision. Il faut faire une contention, il ne faut pas la faire. Ça va lui permettre de faire ce travail intellectuel, de clarifier l'intention qui est la sienne et de la tracer dans le dossier du patient et ensuite d'aller l'expliquer à l'ensemble des acteurs, à l'équipe soignante, à la famille, à la personne de confiance et, si elle est en mesure d'en échanger, à la personne concernée par la mesure de contention. Donc je trouve que cette manière d'appréhender ces décisions difficiles
trouve là un mode opératoire que finalement on a bien mis lorsque l'HAS a fait dans les années 90 les recommandations autour de la contention chez les personnes âgées, l'ensemble des principes qu'elle a émis, je crois qu'ils arrivent derrière, c'est écrit petit, heureusement que je ne voulais pas projeter, bon enfin il y a 10 principes qui ont été élaborés dans les recommandations de l'HAS, et qui nous rappelle, entre autres, puisque ça a été réintroduit avec la première loi sur les droits des patients, que les patients ont aujourd'hui le droit de refuser tout acte médical. Que cet acte médical soit un acte thérapeutique, un acte de prévention, etc., etc. Autrement dit, à partir du moment où le refus de soins est devenu un droit, par rapport à la question de l'autonomie des personnes, ça nous met en situation de devoir faire ce travail d'analyse avec la personne, de savoir si elle a bien compris les enjeux de la situation, les risques qu'elle va courir si elle n'accepte pas la proposition, etc., etc. Et ça demande aussi des compétences relationnelles, parce que ça sera tout à fait contre-productif de lui balancer de l'information, de lui balancer des droits, de lui balancer des lois qu'elle ne va pas comprendre. La plupart des mots que nous employons, nous médecins, ne sont pas bien compris par la population. J'ai participé à une thèse de médecine où la preuve était apportée que dans la population générale, il y avait une personne sur 2 qui ne savait pas ce que c'était qu'un antalgique. Mot courant dans le langage médical qu'on utilise volontiers, et voilà qu'on découvre qu'il y a une personne sur 2 en France qui ne sait pas ce que ça veut dire. Je prends ce mot-là, mais il y en avait bien d'autres tout aussi communs et qui n'étaient pas compris. Donc il y a là une vraie difficulté. Et si on fait cet effort relationnel pour partir de ce que a compris le patient, de ce qu'il sait, de ce qu'il veut savoir, ça sera tout de suite plus facile de faire une contention quand le patient en est arrivé à vous dire qu'il a peur de tomber, versus prescrire une contention pour pas qu'il tombe. Vous comprenez mon cheminement? Le travail intellectuel et relationnel que nous avons à faire, c'est de partir de ce que ressent le patient, de ce qu'il vit, pour l'aider à décider de ce qu'il convient de faire ici et maintenant pour lui. Comme tout à l'heure, je suis intervenu sur la contention chimique. La contention chimique est quelque chose pour moi qui ne devrait pas exister dans le champ de la population âgée, en ce sens que si nous assistons à des épisodes d'agitation psychomotrice chez les personnes âgées, d'abord il y a tout un travail médical à faire parce que c'est rarement pour rien. Et derrière, la plupart du temps, il y a une morbidité. On peut avoir une agitation psychomotrice simplement parce qu'on n'a pas été attentif à l'élimination des selles et qu'il y a un fécalome. On peut avoir une agitation psychomotrice parce qu'on a une rétention d'urine. On peut avoir une agitation psychomotrice parce qu'on est à 2 jours d'avoir une pneumopathie. Et que les premiers signes de la pneumopathie, ça va être une agitation psychomotrice. Autrement dit, il y a le boulot médical à faire. Savoir pourquoi c'est en train d'arriver cette agitation psychomotrice et qu'il va falloir mettre en place les traitements. Et puis il va y avoir un moment où effectivement, le contrôle qu'on peut avoir sur l'activité de notre système nerveux, c'est tout juste pas possible. Ce sacré bidule, là, ça fonctionne 24 heures sur 24 et à fond la caisse, y compris pendant qu'on dort. Et de temps en temps, ça s'emballe. Et quand ça s'emballe, ça nous fait voir des trucs curieux. Ça m'est arrivé récemment, là j'ai eu un petit problème de santé, j'avais des hallucinations visuelles. Je voyais défiler devant moi les sculptures à contenu sexuel de temples d'Angkor, que je n'ai jamais vues. Bah, c'est tout juste un peu curieux, hein, on se demande où on habite, là. Donc s'il y a quelqu'un qui d'emblée veut dire on va vous coller ce psychotrope là pour que vous ne voyez pas toutes ces choses-là, ça ne va pas le faire. Si moi, à un moment donné, je dis ça commence à m'envahir, là, vous ne pourriez pas me donner un peu d'aldol là, pour en voir un peu moins, c'est pas tout à fait pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, si on y regarde de bien près, quand on regarde ce qui se passe dans le champ de la personne âgée, la plupart des situations qui mériteraient de la contention relèvent avant tout d'un travail précis
de médecin pour comprendre ce qui est en train de se passer. Il reste qu'à la marge. Il y a aussi sur les personnes âgées des malades psychiatriques qui peuvent péter un câble, selon l'expression, et que là, immédiatement, on prend une mesure de protection judiciaire, on met en place le dispositif pour que, effectivement, la contention rentre dans le cadre légal aujourd'hui, dont on a beaucoup parlé depuis ce matin et juste tout à l'heure. Il me reste quelques minutes, donc on va passer ça, parce que je l'ai déjà dit. Et j'en arrive à la conclusion, ça tombe bien. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Parce que je n'arrive pas à lire la première phrase. Hein. J'ai vu. Attacher un sujet âgé ne peut être un procédé expéditif. Attacher une personne âgée ne peut pas être un projet expéditif. Prévenir les chutes, les blessures ou les troubles du comportement. Autrement dit, quand on fait de la recherche, est-ce qu'on a des études scientifiques qui nous permettent d'avoir quelques certitudes sur l'intérêt de mettre en place des mesures de contention? On ne trouve pas des masses de choses. On commence à faire des études à la fin des années 90, il y en a quelques-unes aujourd'hui, mais pour étayer que c'est bien, on est un peu court. Alors bien entendu, c'est beaucoup plus facile de faire comme a fait le législateur, qui a fait le même constat, qu'il n'avait pas d'études qui lui permettaient de dire. Donc on a mis en avant que ce qui va être primordial, c'est la question de la mise en danger de la personne pour elle-même ou pour autrui. Donc ça, effectivement, on sent bien que là, quand il y a mise en danger d'autrui ou mise en danger de soi-même, la question d'essayer de faire un arrêt sur image, là, le temps de mieux comprendre ce qui se passe et de voir si éventuellement on peut le corriger, paraît tout à fait justifié. En tout cas, on manque d'éléments. Par ailleurs, quand on cherche aussi des preuves d'efficacité, on est aussi un peu court en termes d'études scientifiques. Par contre, on a quelques études qui décrivent parfaitement la iatrogénèse, c'est-à-dire les effets secondaires liés à une contention mal conduite. La manière dont on fait une contention dans un lit, la manière dont on met des barrières, la hauteur à laquelle est le lit, sont autant de facteurs qu'il va falloir prendre en compte. La manière dont on installe le patient, qui est un patient qui est souvent fragile, vulnérable, nécessite qu'on soit attentif à un plan de retournement pour limiter la survenue d'escarres ou des accidents beaucoup plus graves comme la rhabdomyolyse et toutes ces conséquences qui peuvent conduire un patient immobilisé à la mort. Par ailleurs, chez une personne âgée, la désadaptation aux gestes de la vie courante est extrêmement rapide. Autrement dit, quand on a fait des travaux IRM sur comment évoluer la masse musculaire d'une personne immobilisée, c'est tout juste effarant. Au bout de 24 heures, on a perdu le tiers de sa masse musculaire quand on est une personne âgée. Donc après, vous imaginez que si on l'a immobilisée 2 jours, 3 jours, c'est pire. À 72 heures, elle a perdu 50% de sa masse musculaire. Quand on va la remettre debout, elle va tomber. Elle va partir en arrière. Elle va se faire des traumatismes crâniens. Donc les conséquences sont terribles. Et je concluais, donc, de bonnes raisons de se laisser décontenancer par cette indication de la contention chez les personnes âgées. Merci beaucoup pour cette intervention, Monsieur Marmet. On a eu du coup l'occasion d'aborder un petit peu la contention en gériatrie. On peut prendre 5 minutes pour quelques questions si vous en avez à poser suite à cette intervention. Ensuite, on prendra une petite pause. Bonjour. Techniquement, dans les EHPAD, on se retrouve face à des situations les plus courantes où en fait les résidents sont contenus parce qu'ils ont chuté une fois, voire 2, peut-être même pas plus, où ils vont être contenus au fauteuil et où donc effectivement ils vont perdre très rapidement la capacité à marcher, après une fois seul. Et si en plus ils ne supportent pas d'être contenus,
ils vont être agités et là, on va les contenir avec des gouttes d'aldol par-dessus le marché. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tout à l'heure, il y a eu cette discussion aussi sur les personnes, par exemple, qu'on va mettre dans des unités de psychogériatrie qu'on a appelées comme ça, et en particulier les patients Alzheimer. Il y a eu un gros travail de réflexion quand même sur cette question-là, notamment par rapport aux malades d'Alzheimer déambulants. Et effectivement, organiser des unités de soins circulaires dans lesquelles ils pouvaient continuer à déambuler sans trop pouvoir sortir de là parce que sinon ils se mettaient en danger était une réponse qui, elle, a apporté effectivement la preuve que ça pouvait, cette forme de contention-là, parce que ça en est une, avait le mérite d'être la moins contraignante possible de ces personnes qui sont simplement dans le besoin de déambuler. Mais si en plus, dans ce besoin de déambulation, on ne les laisse pas déambuler toutes seules, mais qu'on les prend par la main pour les aider à déambuler, il se passe des choses qui sont tout à fait intéressantes. J'ai eu l'immense chance d'aller sur une péniche pendant 3 semaines avec des patients Alzheimer. Ils cherchaient des soignants bénévoles pour s'occuper d'eux pendant qu'elles étaient sur cette péniche, dont on ne pouvait pas sortir non plus. Et donc du coup, notre travail d'accompagnant était d'être là à leur côté, d'être présent en permanence pour les aider à déambuler, et à vivre sur cette péniche sur lesquelles on tournait tous en rond, et rond, petit patapon. À la sortie, ce que l'on a constaté, c'est qu'elles se sont resocialisées. Certaines d'entre elles se rhabillaient seules, au bout de 3 semaines. Certaines d'entre elles qu'il fallait faire manger se remettaient à manger toutes seules. Et puis ça a été terrible quand elles sont revenues dans leur institution, parce qu'on avait prévu une petite fête 15 jours plus tard, et 15 jours plus tard, elles avaient tout perdu. Donc ça a été violent, mais en même temps, ça laisse à penser que derrière le besoin de bouger, derrière le besoin de déambuler, il y a un besoin assez fondamental. Et quelqu'un qui s'agite, comment le contenir de façon à ce que cette agitation ne devienne pas quelque chose qui aggrave sa situation, mais qui lui permette une ouverture. Et là, je vais prendre une autre expérience qui est la mienne dans le domaine de soins palliatifs. Un jour, j'entre dans une chambre où il y a une jeune femme en train de mourir d'un cancer du poumon, qui est dans cette agitation terminale des gens qui manquent d'oxygène. Elle n'arrête pas de se lever, de s'asseoir, de se coucher, de ne pas trouver sa place. Et j'assiste à ce tableau d'une infirmière et d'une aide-soignante qui sont là, les bras ballants, ne sachant plus quoi faire. D'où ça m'est venu, je ne sais pas. Mais voyant ce tableau-là, je dis à cette jeune femme, est-ce que vous voulez bien que je vous prenne dans les bras? Ce à quoi elle me répond, que va dire votre femme, docteur? Ce qui nous fait tous sourire. Et je dis, oh bah elle sait depuis longtemps ce que je fais. Vous voulez bien que je vous prenne dans les bras? Elle me dit, prenez-moi dans les bras. Je la prends dans les bras, elle s'y abandonne. Simplement, dans la manière dont je la tiens, je peux guider sa respiration pour qu'elle passe à une respiration purement thoracique et étroite à une respiration abdominale plus ample. Et en quelques instants, elle se relâche. Et elle retrouve une respiration à peu près satisfaisante qui vont permettre de faire la toilette. Voilà ce que j'appelle une métaphore de la créativité que l'on peut avoir pour éviter et se retrouver vraiment qu'en dernier recours à devoir faire une contention par d'autres moyens. Je pense à ces situations que j'ai vécues auprès des personnes malades d'Alzheimer aussi, où elles étaient opposantes à la toilette. Sauf que dès que l'aide-soignante se mettait à chanter avec elle, elle n'était plus. Donc cette créativité-là, je sais qu'elle y est chez les soignants. Il faut la lâcher. Ne la bridez pas, cette créativité-là. Parce que cette créativité-là, c'est ce qui rendra plus humaines les conditions de faire de notre mieux pour qu'elle puisse vivre encore un peu le temps qui lui reste. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que votre question était sur comment on fait avec des personnes... Oui. Mais est-ce que dans votre structure, il y a ces fameux salles Snozelen? Et voilà. Donc, la réponse, elle est là. La réponse, elle est là. Les salles Snozelen, c'est effectivement des espaces que l'on a mis en place dans de plus en plus d'établissements d'hébergement des personnes âgées, qui est une salle où il y a une ambiance
tranquille, relaxante, il y a de la musique, il y a un espace dans lequel on peut se laisser aller. Et rien que ça, on passe notre temps à lutter pour faire face à un environnement parfois dans lequel on n'a pas choisi d'être, etc. Et si on se laisse aller dans un endroit agréable, ça change notre regard sur les choses. Alors, voilà, le problème premier des EHPAD, c'est que la pensée libérale a imaginé que le secteur privé ferait mieux que le secteur public pour résoudre tous ces problèmes sociaux, médico-sociaux, etc. Si c'était vrai, ça se saurait. Les Anglais qui ont été les premiers à dire que tout le travail social pouvait être privatisé, on fait très rapidement le bilan qu'en ayant basculé le social sur le privé, le coût réel par toute personne accompagnée socialement par le privé revenait 3 fois plus cher à la société que comme on le faisait avant. Alors au lieu de faire toutes ces conneries-là, parce que derrière il y a 10% de dividendes versés à des actionnaires des EHPAD, effectivement, il nous faudrait repenser notre manière de vivre ensemble, notre manière de créer des lieux dans lesquels il faudrait être un tout petit peu plus nombreux et un tout petit peu mieux formés pour être auprès des personnes âgées, parce que la réponse, elle est plus là qu'ailleurs. Oui, mais c'est pas parce qu'on est dans un établissement public que les moyens humains sont forcément satisfaisants, même s'il y a eu de gros efforts de fait, en particulier en matière de formation. Mais bon, voilà, c'était dit ce matin, quand on regarde le temps dont on dispose pour faire une toilette, on va faire la toilette à la place de la personne. Quand on dispose de 2 fois plus de temps pour faire la toilette, pas beaucoup plus, hein, mais 2 fois plus de temps, on va permettre à la personne de faire l'apprentissage, qu'il y a des choses qu'elle ne peut plus faire, il vaut mieux qu'elle laisse faire à l'associante, pour pouvoir continuer à faire ce qu'elle sait faire. Et là, on n'est plus dans le même registre.